C'est la vidéo parfaite à regarder. Avant ta première course de gravel, ou avant la deuxième, la troisième, la quatrième, peu importe, ou surtout avant ta première Tiraka Traka. Parce que je vais essayer d'en faire un condensé de toutes les réussites et erreurs que j'ai accumulées au fil de toutes mes participations aux différentes courses de gravel que j'ai faites. Mais surtout après ma deuxième participation à la Traka 200, reste avec moi, car je vais donner absolument tous les détails à prendre en compte. Et comme toujours, pour que vous essayiez de reproduire les réussites que j'ai eues et d'éviter les erreurs que j'ai pu commettre. Bien sûr, appuyez sur le bouton suivre si ce n'est pas déjà fait, mettez un gros like et partagez la vidéo avec vos amis graveleurs, ou même s'ils ne le sont pas encore, ils finiront par le devenir, alors partagez-la aussi. Vous me permettrez d'avoir ici mon anti-sèche, parce qu'il y a énormément de contenu, énormément de notes que j'ai, n'est-ce pas ? Et pour que vous puissiez vous faire une idée, nous allons faire une section sur le matériel du biker, une autre sur le vélo, une autre sur l'entraînement, une autre sur la nutrition et enfin une sur la logistique. Donc je vais passer en revue petit à petit, et pour vous mettre dans le contexte. Je veux vous dire que l'amélioration que j'ai eue par rapport à ma première participation à Traka 200, l'année dernière, cette année a été incroyable, elle a été énorme. Je vais vous afficher quelques données ici pour que vous puissiez comparer une participation avec l'autre, étant plus difficile en termes de dénivelé et plus longue en termes de distance. Lors de l'édition de cette dernière année, j'ai tout réussi et grâce à cela, j'ai pu améliorer mes données en watts, j'ai réussi à m'améliorer énormément ma vitesse moyenne. Et bon, même si cela ne s'est pas reflété dans le classement, parce que ceux d'entre nous qui ont jusqu'à 39 ans entrent dans le même classement que les pros. Finalement, plus de pros sont venus et j'ai fini plus bas dans le classement. Mais en ce qui concerne mes propres données, l'amélioration a vraiment été considérable et je pense que cela est dû à plusieurs changements que j'ai faits par rapport à l'année dernière et dont je vais vous parler. Prenez aussi en considération que Traka, en particulier et en général les courses de gravel qui ont lieu autour de Gérone sont très différentes d'autres types de gravel que vous pouvez trouver dans d'autres régions. Par exemple, les courses de gravel de l'Union cycliste internationale comme le championnat du monde, etc., se caractérisent généralement par le fait que ce sont des courses auxquelles vous pouvez participer. Vous pouvez y participer avec un vélo de route équipé de pneus larges, c'est-à-dire qu'elles sont peu techniques, généralement très plates, avec peu de dénivelé, une vitesse très élevée, etc., etc. Ici à Gérone, en particulier à Traka, on passe par des zones avec beaucoup de dénivelé. On parle de pentes allant jusqu'à 20-21% en montée, et ces mêmes pentes, on les descend, ce qui permet d'atteindre des vitesses de descente très élevées. Et aussi Gérard, l'organisateur de l'événement, chargé de créer les parcours, a un passé de vététiste, et il finit toujours par nous faire passer par des zones de single track. Des zones faciles en vélo tout-terrain peuvent devenir un vrai défi en gravel. Gardez ce concept en tête pendant mes explications, surtout si vous n'avez jamais participé à Traka. Que le gravel, c'est juste rouler sur des pistes, et c'est tout, ici à Gérone, ce n'est pas ça. On roule sur des pistes, on va très vite, on roule en groupe, à 40 km/h ou plus, mais il y a aussi des zones très techniques où la différence se joue à appuyer un peu plus ou un peu moins. Le frein peut faire que tu finisses avec tes os sur le sol ou pas. En fait, chaque année, il y a beaucoup d'abandons à cause de chutes, de pannes mécaniques, surtout des bidons qui sautent. C'est quelque chose dont on va parler et les gens se retrouvent sans possibilité de s'hydrater. Donc, avoir ce contexte en tête est très important, c'est très différent par rapport à d'autres courses de gravel. On va commencer par le matériel que le cycliste emporte. Premièrement, je veux vous dire que pour Traka 200, c'est le cas. Dans mon cas, on parlait d'entre 7 et 8 heures de course. Finalement, ça a été 7h40. Longue durée, beaucoup de risques de frottement à différents endroits, donc j'ai cherché des vêtements les plus confortables possibles et surtout qui me provoquent le moins de frottement possible. Et dans ce sens, contrairement à d'autres courses où je portais la combinaison pisée d'une seule pièce qui est super confortable, mais qui a une peau de chamois un peu plus légère. J'ai changé pour l'ensemble. Culotte maillotte. Fondamentalement, pour deux raisons. La première, c'est pour cette peau de chamois plus épaisse, cette peau de chamois plus rembourrée que possède le culotte. Lors des essais avant la course, il m'a assuré que je ne serais pas irrité, que ça ne frotterait pas. Et ainsi de suite. Il existe aussi une combinaison avec la selle, que je vous expliquerai au moment du vélo.
Et pour une autre raison, parce que les poches du maillot, contrairement à la combinaison, sont un peu plus grandes et me permettaient d'emporter plus de nutrition avec moi. Cela dit, prochaine question. Casque physique, nouveau modèle qui vient de sortir récemment. J'ai utilisé le modèle standard très ventilé, car on attendait jusqu'à 30 degrés Celsius. Excellent choix. Certains portaient le modèle aéro pour économiser des watts. En ce qui concerne l'aérodynamisme, ici j'ai privilégié la ventilation, le refroidissement de la tête et tout ça. Et franchement, je l'ai vraiment apprécié. Concernant les lunettes, j'ai porté les Out of Puma, qui sont les plus légères du monde. Elles ne pèsent que 16 grammes. Ce n'est pas du tout déterminant, mais bon, je dois dire que ça fonctionnait très bien. Des zones d'ombre dans la forêt et tout ça, aucun problème. Changement fait rapidement avec Aïda dans la zone technique. Tout s'est bien passé. Chaussures de sport, ici, il y a eu un changement important par rapport à l'année précédente. L'année dernière, j'ai utilisé les Physique Vento Proxy, qui sont une gamme plus flexible, plus confortable, on va dire ça comme ça. Et cette année, j'ai utilisé les Ferox en carbone qui sont déjà conçus pour la compétition. Et je dois dire que personnellement, c'est quelque chose de très subjectif, mais je me suis senti beaucoup mieux avec les chaussures rigides, 100% carbone, avec cette possibilité. De plus, avec les Favero ASIO-M APRO-MX, une pédale de montagne, la semelle de la chaussure est bien plus rigide. Exercer plus de force, avoir plus de plateforme et ne pas avoir à passer à une pédale de route, comme beaucoup d'autres personnes le font. Je l'ai essayé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Parce qu'au moment où tu dois descendre du vélo, si tu trouves de la boue, c'est la galère. Je préfère marcher, glisser et utiliser des chaussures et pédales de vélo tout terrain. Plus la chaussure est rigide, mieux c'est pour moi. C'est vrai que j'ai eu des problèmes. J'ai eu de petites ampoules sur les côtés des plantes de mes pieds et des crampes aux pieds droit. Et cela est essentiellement dû au fait que, le matin, je n'ai pas bien ajusté mes chaussettes dans mes chaussures et il est resté le pli typique entre le bord de la chaussure, à l'intérieur et à l'extrémité du pied. Et bon, ça a fait que j'ai eu des crampes à cet endroit-là. Des gênes en fin de course auraient pu être évitées. En mettant bien la chaussette et en n'allant pas si vite, en mettant le réveil 5 minutes plus tôt, ça aurait été réglé. Le plus important que je veux vous transmettre concernant l'équipement que le biker porte sur lui, c'est que vous le testiez énormément avant la course. N'improvisez pas et portez uniquement ce que vous avez déjà testé le jour de la course. Ce sont des courses très longues et ce sont des courses où le moindre détail, comme le pli d'une chaussette mal mise, peut faire que vous finissiez par beaucoup souffrir ou même devoir abandonner. Si la situation s'aggrave ou qu'une blessure ou irritation survient, testez tout sans limite. Cela peut sembler évident, mais toute l'accumulation de kilomètres, même du Road to Track au Road to Carrera. Faites-le toujours avec le même matériel que vous comptez emmener. Ainsi, cela vous sert déjà de test, même pour savoir si vous devez éliminer ou choisir d'autres choses. D'accord, passons maintenant au sujet du matériel du vélo. Voyons voir. Il faut prendre en considération que dans les courses de gravel, surtout celles qui sont aussi longues et surtout la track où les conditions sont si techniques, le réglage du vélo a de grandes chances d'être très différent à la fin de la course, de comment tu commences Sanciona. Par exemple, la pression des pneus va énormément diminuer, même si la température de la journée va augmenter. Normalement, cela augmente la pression des pneus. Coup après coup, dans ces zones si techniques, à grande vitesse contre les pierres et tout le reste, on finit par perdre de la pression. Donc ça peut sembler anodin, mais tenez-en compte. Dès le début de la course, j'ai déjà donné un coup sur la roue arrière. Heureusement, je n'ai pas eu de panne, mais j'ai roulé presque toute la course avec moins de pression que souhaité. Je le laisse, tenez-en compte. Allez-vous modifier la pression de vos pneus? Les jantes risquent d'être tordues à force des chocs. Les boîtiers de pédalier sont très sollicités et finissent souvent par faire du bruit, comme le mien. Les jeux de direction aussi, car les fourches sont souvent rigides. Donc, pour tout cela, vous devez vraiment entretenir votre vélo régulièrement, tout bien réfléchi, parce que vos vélos vont changer. Cela n'arrive pas souvent. Sur route, le matériel n'est pas autant sollicité, et en vélo tout-terrain, grâce aux suspensions, il y a généralement moins de problèmes. Mais ici, en gravel, c'est quelque chose à prendre en compte.
On commence par le vélo. Cette année, on m'a proposé de courir avec un BMC de Caius. Honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureux. Il est vrai que c'est un vélo avec une géométrie un peu radicale qui t'oblige. Le vélo est déjà très aérodynamique en soi, comme pratiquement tout ce que fait BMC, mais il a une géométrie avec un reach très long et un empattement très long, ce qui est déterminant pour deux choses. La première, c'est pour que l'aérodynamisme du cycliste soit aussi bon que possible. Parce qu'au final, vous savez que même si un vélo est très bien travaillé au niveau aérodynamique, c'est toujours le cycliste qui offre la plus grande résistance au vent. Donc plus le cycliste est replié sur le guidon et plus son dos est penché, plus il sera aérodynamique. Et ce vélo t'oblige-t-il à adopter cette position ? Donc il faut un minimum de temps d'adaptation pour que toute la musculature, toute la partie du tronc s'habitue à travailler de cette manière. D'autre part, la grande distance entre les axes aide beaucoup. De la stabilité à haute vitesse. C'est justement dans cette course, avec ces descentes à 10-15% où tu atteins 40, 45, 50, parfois même 60 km/h. En descendant sur les pistes, on remarque que plus la vitesse augmente, plus le vélo est stable, avec d'autres vélos que j'ai utilisés. En réalité, plus on va vite, plus ça devient instable. Ici, c'est tout le contraire. Si tu roulais à 80 km/h, tu serais encore plus stable qu'à 40 km/h. Et ça, honnêtement, ça m'a personnellement donné un surplus de sécurité, surtout dans les descentes et dans des situations où je ne prends pas souvent l'initiative. Cette année, ça m'a vraiment permis de dépasser des gens, de me mettre devant des groupes et de descendre le premier en évitant les problèmes qui peuvent arriver, comme des collisions, des chutes ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, je suis très content. Avec le vélo, pneus, j'ai utilisé les Pirelli Cinturato H qui étaient montés d'origine sur le vélo. Je visais des pneus de 45 mm, ceux-ci font 40 métra. Mais étonnamment, comme je vous l'ai déjà dit à propos de ces jantes qui sont montées d'origine sur le vélo BMC, elles nous donnent une largeur réelle de 45 mm. Donc je les ai gardées et il n'y a eu aucun problème. Ce vélo accepte des pneus jusqu'à 44 mm, mais on peut utiliser du 45 sans problème. Et je pense vraiment que 45 mm, ce serait le minimum que j'utiliserais dans n'importe quelle course de gravel, et surtout pour la traca. Un dessin avec peu de crampons roulants, mais 45 mm. 40 pour moi, ou même 38, ce serait trop étroit pour cette course. Les roues, elles ont un profil de 39 mm idéal selon moi pour un bon compromis aérodynamique. De l'inertie sur le plat, mais en même temps sans te pénaliser en montée. Et d'autre part, je vous dis qu'elles ont 25 mm de largeur interne et 32 mm de largeur externe. Je pense que c'est pourquoi ça m'arrive. 45 mm réel du pneu car l'externe est un peu plus large que d'autres modèles, malgré ses 25 mm en interne. Moyeux cliquette. Et en général, je n'ai pas eu de problème, malgré les gros chocs que j'ai pris sur des pierres, comme tout le monde dans cette course. D'accord, en ce qui concerne les développements, cette année j'ai décidé d'y aller avec un double plateau. Vous qui me suivez, vous savez que ce n'est pas mon choix principal. J'ai essayé diverses combinaisons de vitesse et transmission sur plusieurs vélos et courses de gravel avec différents modèles. Mais en réalité, Traca est, comme diraient en les Anglais, très tricky parce qu'il est compliqué de trouver un rapport de vitesse comme son Inde qui soit adapté à 100% à cette course. Parce qu'en réalité, tu as cette combinaison de montée avec une pente vraiment énorme, comme je vous le dis, de plus de 20%, ou si tu as peu de développement, tu resteras bloqué et abîmeras ta musculature. L'adapter au kilomètre qui arrive, mais en même temps, tu dois pouvoir emmener beaucoup de développement. Un grand plateau sur le plat, sinon il peut t'arriver comme à moi l'année dernière où j'avais un monoplateau de 42 dents et je me retrouvais vraiment largué. C'est-à-dire, je ne pouvais pas maintenir l'inertie dans les groupes sur la plaine parce que même si j'avais de la force, je n'avais pas la machine pour pouvoir l'exécuter. Donc cette année, j'ai choisi d'installer une transmission de route directement. Plateau 48-35 à l'avant, cassette 10-36 à l'arrière. Contrairement à l'année dernière, dans cette Tibaïd de C400 importinisé, et avec ce monoplateau de 42 et une cassette intermédiaire Shimano qui privilégiait sans les monter, cette année je privilégiais beaucoup plus le plat. Et ça a été la partie positive. Pourquoi ?
Eh bien tout simplement parce que, comme je vous le dis, ce 48 m'a donné la possibilité de prendre l'initiative dans les groupes pour rouler vite. Peut-être. Dans le groupe à 40 km/h, un changement de rythme soudain a eu lieu. Quelqu'un tentait de s'échapper et on est passé à 50 km/h. J'avais assez de développement pour prendre de l'avance, me mettre dans la roue, leur prendre l'initiative, aller devant, derrière ou même dans les descentes aussi. Dans ce sens, ça a été très positif. Cependant, dans les montées, je continue à rester beaucoup trop bloqué. À des cadences de 60 tours de pédale par minute, 70 tours de pédale par minute dans des zones où on était à 15, 16, 18, 20% de pente. J'en sors gagnant parce qu'il y a beaucoup plus de zones plates, mais j'ai souffert musculairement dans ces parties en montée, donc je vais continuer à réfléchir à quelle est la meilleure façon de faire. Le double plateau, je doute de l'utiliser à nouveau peut-être, mais vraiment, ça m'a laissé ce goût doux amer. Parce que d'un autre côté, j'ai eu ces problèmes mécaniques que je savais déjà que j'allais avoir, des sauts de chaîne, je n'ai pas eu de casse de chaîne. Heureusement, on a changé la chaîne, on en a mis une neuve, on a bien vérifié la tension et tout ça, pour que tout soit au mieux avec Estefano, le mécanicien, mais j'ai eu 5 sauts de chaîne. Heureusement, 2 sont partis vers l'extérieur en descente. Il suffisait de remettre la chaîne vers l'intérieur pour qu'elle rentre seule. Et les 3 autres sont passés du grand plateau au petit. La chaîne restant parfaitement coincée sur le petit et je n'avais qu'à la remettre sur le grand. Et voilà. Il n'y a pas eu de déraillement de chaîne dramatique, du genre où elle tombe du petit plateau à l'intérieur du cadre, ce qui m'aurait pratiquement obligé à m'arrêter, à me mettre sur le côté et à perdre le groupe. Nous avons réglé ça avec Estefano. Je lui ai spécifiquement demandé d'ajuster très précisément le dérailleur avant, pour que sur le dernier pignon, en étant sur le petit plateau et le grand pignon, la chaîne frotte un peu contre le dérailleur. Et de cette façon, nous nous assurions que la chaîne n'avait pas d'espace pour tomber vers l'intérieur du cadre, elle pouvait tomber vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur. Au final, tu dois faire un choix, elle va tomber d'un côté ou de l'autre, mais qu'elle tombe du côté le moins mauvais. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais comme vous pouvez l'imaginer, tout cela, et avec ça, ce n'est pas optimal. Donc ce genre de problème qui n'existe pas avec un monoplateau, je pense que ça va me faire reconsidérer les choses. À l'avenir, je garde le double plateau et cherche d'autres systèmes. Le système idéal serait un monoplateau, une cassette intermédiaire et un moyeu arrière classified doté d'un mécanisme électromagnétique. Ce que tu obtiens, c'est exactement la même chose qu'un double plateau, mais sans dérailleur, tu l'as dans le moyeu arrière, mais ça a un coût très élevé. Je l'ai testé lors de lancement, d'événements, mais je n'ai pas testé sa fiabilité. Et bon, peut-être qu'un jour je finirai par l'installer. Mais en attendant, pendant que j'y arrive, si jamais j'y arrive, je pense que le plus fiable sera de revenir à un monoplateau. Très probablement. Un 46 dents et un 10-52 de cassette à l'arrière, plus de sauts entre chaque maillon. Mais au final, tu as un rapport aussi large que possible avec un minimum de risque de problèmes mécaniques. Bon, cela dit, qu'est-ce que je peux encore vous raconter ? Je pense que la petite sacoche Geosmina a été parfaite en taille et en forme. Je n'ai emporté que les pièces de rechange et les outils dont j'avais besoin. Un petit gel supplémentaire au cas où il me manquerait quelque chose, mais en réalité, je ne l'ai même pas ouverte. Pendant toute la course, elle est restée attachée là, directement au cadre à l'aide des vis. C'était mon objectif, il n'y a eu aucun problème. Et il y a un détail que je veux vous raconter, c'est que à cause de la forme du vélo, le sac à dos ne s'adaptait pas directement. J'ai appelé la marque et demandé « Puis-je percer le sac à dos ?» Faire des trous à d'autres endroits et l'ancrer de cette façon, et ils m'ont répondu que oui. Et 2 points importants. Le premier, c'est que ça a marché. Ils m'ont déjà dit que ce serait tout aussi sûr si je faisais moi-même les trous. 2e point. La garantie reste valable, et ils autorisent à percer le sac où tu veux pour l'adapter à ton cadre de vélo. Et la garantie est toujours là. Donc de ce point de vue, chapeau à la marque nationale. Jetez un coup d'œil à leur site web parce qu'ils sont d'ici. Ils offrent de nombreuses solutions pour le bikepacking, adaptées aux courses, longs voyages et plus encore. Tout leur matériel est imperméable et franchement, il est vraiment de très haute qualité. Que puis-je vous dire de plus ? J'ai changé le guidon, j'en ai mis un de 40 cm en haut avec un peu de flard en bas. Ça m'a aussi beaucoup aidé dans les descentes. Indispensable.
La Coro est un compteur de vélo fiable qui m'a apporté une grande tranquillité d'esprit. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, l'année dernière, je suis arrivé avec mon vieux Garmin 1030. Il ne me restait que 2% de batterie. Si j'avais perdu ce parcours, cette activité m'aurait vraiment fait mal. Mais bon, avec la Coro est solide, chargée à 100% le matin, après presque 8 heures de course. La batterie n'a consommé que 5%, car elle s'est rechargée grâce au solaire, etc. Donc, incroyable. Et la Insta360 X Pro 2 que j'ai là pour faire les on-board, eh bien franchement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la meilleure caméra qu'on puisse avoir pour enregistrer ces aventures. Ensuite, par là, tu peux ajouter les graphiques avec toutes les données, c'est incroyable. Je vous laisse un code QR ici et un lien en bas au cas où quelqu'un voudrait voir le site web. La selle, c'est important. Je suis passé d'une selle 3D de l'année dernière à une selle traditionnelle. Dans ce cas, les deux étaient physiques. Et j'ai fait ça essentiellement parce que je me suis rendu compte que la selle 3D sur des distances plus courtes est évidemment plus confortable qu'une selle traditionnelle, mais sur des distances aussi longues, la selle étant en 3D, ce textile qu'elle a, cette texture, ce grain qu'elle possède, fait qu'elle finit par s'accrocher à ton cuissard. Et avec le mouvement de montée et descente, ça peut finir par frotter un peu la zone. Quand la course est longue, j'ai donc choisi le modèle Antares. Traditionnel, sans souci, que j'utilise toujours et qui est excellent. Plaquette de frein. Faites attention, même par temps sec et ensoleillé, j'ai fini avec la plaquette arrière totalement fondue. Au début de la journée, elle était neuve. Elle devait avoir 10% d'usure et maintenant elle est complètement obsolète. Et les porte-bidons, c'est essentiel car beaucoup perdent leur bidon. Cela te conditionne beaucoup car tu es sans hydratation sur de longs kilomètres. À d'autres occasions, j'ai mis des petites bandes de velcro sur les porte-bidons pour bien les maintenir et m'assurer qu'ils ne sautent pas. Heureusement, la MC Caius possède ses porte-bidons à visée aérodynamique. Le vélo est plus aérodynamique car il s'adapte au cadre, mais heureusement je l'ai testé les jours précédant la course. Ils tiennent très bien, même des bidons de 750 ml remplis à ras-bord n'ont pas sauté, donc c'est parfait. Chapeau à ventilation mécanique contrôlée. Cela dit entraînement. Indispensable, capteur de puissance Asioma Pro MX. De Favero, parce que bon, pour vraiment pouvoir mesurer les efforts, plus tellement pour la course, mais surtout pour les entraînements. Tout ce chemin à parcourir pour arriver en forme à la course et pouvoir la disputer, pas seulement survivre. Comme je pense que cette année, dans la mesure de mes capacités et de mes limites, j'ai pu le faire, eh bien personnellement, je pense qu'il faut avoir un capteur de puissance. Si vous en avez un comme ceux de Favero, alors vous connaissez déjà les avantages que vous allez avoir. En gros, le capteur de puissance est dans la pédale, ce qui fait que vous pouvez changer avec un capteur de puissance. Vous pouvez le changer sur plusieurs vélos, aussi rapidement que vous changez des pédales d'un vélo à un autre. Ensuite, le capteur de force se trouve exactement à l'endroit où la force est exercée, ce qui le rend 100% fiable. Toutes les données sont transmises très rapidement. Et d'autre part, je peux vous dire qu'après 1 an et demi d'utilisation dans toutes sortes de situations en vélo tout-terrain, y compris les plus agressives, en lui donnant toutes sortes de chocs. La vérité, c'est que la résistance des pédales est incroyable. La lecture des données sont toujours précises, donc il n'y a aucun problème. Au niveau de l'entraînement que j'ai fait, j'ai mis moins l'accent sur des journées extraordinairement longues, de plus de 6 à 8 heures que l'année dernière. Par exemple, j'essayais souvent d'égaler en entraînement la durée prévue en course. Cependant, ce que j'ai fait, c'est répartir ce volume sur plus de journées. Donc des journées d'1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Je suis arrivé au week-end et j'en faisais 8, donc j'ai essayé de faire chaque jour 3, 3, 4, 3, 4 et ainsi augmenter le volume total. Évidemment, au début de la saison, je travaillais beaucoup en Z2 comme tout le monde le sait, mais une fois la pré-saison terminée, j'ai commencé à travailler énormément. Ce qu'on appelle le sweet spot, qui est le point de seuil entre la zone 3 et la zone 4. Pourquoi ? En gros, si vous regardez le graphique de ma fréquence cardiaque durant la course, vous verrez que c'est la zone où j'ai le plus évolué. C'est la zone où tu es tout le temps durant la course, car en gravel, le rythme ne s'arrête jamais. Pam pam pam, tu es toujours là, être en groupe ne te permet pas de te reposer.
Au contraire. Alors j'ai essayé de reproduire ce moment le plus possible. Sweet spot de 20 minutes, puis une semaine plus tard, 40 minutes, puis encore une semaine plus tard. D'1 heure, jusqu'à faire même des séries de 2 heures, 3 heures en sweet spot. Chacun doit adapter à son niveau. Mais voici mon conseil. Il est essentiel de savoir pousser de gros braquets et de pouvoir utiliser le grand plateau sur le plat. Travail spécifique sur vélo de route avec des plateaux de 52 dents, plus grand que celui-ci, puis revenir à celui-ci pour mieux s'adapter. Travail spécifique en salle de sport. Et surtout aussi, t'entraîner seul est important, car un moment viendra où tu seras au plus mal physiquement. Dans la course, après 5-6 heures, tu vas te retrouver seul. Et c'est là que mentalement, tu dois être au top et tu dois être prêt. Tu dois comprendre qu'à ce moment-là, la vitesse moyenne dépend entièrement de toi. Et enfin, en ce qui me concerne personnellement, la capacité à me déplacer en groupe. C'est quelque chose qui a beaucoup changé cette année, car c'est ce qui m'a permis de passer d'un groupe plus lent à un groupe plus rapide. Bien me déplacer, éviter les problèmes, toujours rester devant pour que, s'il y avait des chutes possibles, cela ne m'arrive pas à moi. Et ça, je l'ai acquis en participant à de nombreux événements de gravel sur route. Moi, je venais du monde du vélo tout-terrain, donc je ne l'avais pas encore acquis. Et c'est quelque chose qui me manque encore beaucoup, mais que j'ai amélioré et qui peut vraiment te donner des minutes d'amélioration énormes, sans nécessiter autant de performance, juste en sachant où être et sans se tromper. Nutrition. Quelques données, 110 grammes par heure. En ce qui concerne les glucides, 240 ml de caféine que j'ai pris entre 2 gels et une gomme. J'ai aussi bu 2 gorgées de Coca-Cola au 3e ravitaillement où j'ai dû m'arrêter. Et 4 bidons de 750 ml, 2 d'entre eux avec Hyperdrink 90 de Crown Sport Nutrition et 2 autres avec de l'isotonique. J'ai échangé les 2 bidons avec AIDA au seul point de la course où nous pouvions avoir une assistance extérieure. Je consomme plus de 5500 calories. Alors imaginez à quel point c'est important, à quel point c'est vraiment essentiel dans une course de ce type. Il faut consommer constamment des glucides et évidemment avoir tout le système digestif préparé et entraîné pour la course, ne pas improviser, ne pas arriver soudainement à la course et manger 2 gels de 45 grammes par heure. Non, cela doit être bien préparé à l'avance. Et pour les sceptiques, dans ce cas, je vous dis d'essayer de faire 8 heures à ce rythme avec 4 pistaches et 2 noix. Je vous assure que vous n'y arriverez pas. Votre rendement baisse énormément à partir d'un certain moment. Cependant, en absorbant des glucides à ce niveau, tu es capable de maintenir le rythme pendant de très longues heures. Mais il faut que ton système digestif soit bien entraîné. Logistique simple, des bonbons gélifiés et des gels dans les poches latérales du maillot, les emballages dans la poche centrale. Une fois utilisés, outils et pièces de rechange dans la sacoche Geosmina. Comme je l'ai dit, seule l'assistance extérieure autorisée a été fournie, ici par Aïda qui m'a apporté plus de nutrition. EHM des bidons et en lubrifiant la chaîne. Dans mon cas, je n'avais pas prévu de m'arrêter, à aucun moment. Il y avait 3 ravitaillements organisés par l'événement. Où tout dépendait de toi, tu devais prendre les choses toi-même, tu ne pouvais pas avoir d'assistance extérieure, je ne prévoyais de m'arrêter à aucun. Au 3e, la température a brusquement atteint 30 degrés, et oui, j'ai dû prendre du liquide et un bidon isotonique supplémentaire non mentionné avant. Finalement, ça a fait 5 bidons, et boire ces 2 gorgées de Coca-Cola qui m'ont mentalement redonné vie. Encore plus crucial et difficile, sûrement. Voilà un peu. Tout ce que j'ai pu recueillir. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez une expérience à partager, s'il vous plaît, laissez-la aussi, car il y aura beaucoup de gens qui pourront en profiter. Et j'aimerais bien connaître votre avis sur la transmission, surtout si vous êtes du genre à utiliser un double plateau ou non. Moi, sur ce point, j'ai une opinion assez arrêtée, et après l'avoir essayé, c'est très clair pour moi que je vais essayer de l'éviter. Enfin, soyez très heureux, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.